Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour ce petit débriefing, ce petit point GLT sur la semaine passée, sur les événements qui sont passés. On va passer en revue les opérations réalisées au sein de GLT et on va surtout se concentrer sur les indices, ce qui se passe sur les indices et sur le marché en ce moment. Tout simplement on va commencer à regarder le CAC 40 qui a très clairement décroché et qui a plongé en l'espace de 3 séances journalières. Celle-là, je ne l'avais pas comptée, évidemment, c'était hors plan. Mais voilà, sur l'équivalent de 3 bougies, euh, on a réellement plongé, sachant que là, c'est le graphique en futur. Ce n'est pas le flux CFD, ce n'est pas le sous-jacent qui s'arrête de côté à 17h30 ou 18h15. Ok, donc là, on est sur l'Euronext Paris, flux futur, donc directement de la bourse, vu que c'est le flux PRT. Voilà, c'est juste pour préciser ça, sachant que certains, les cotations peuvent différer. Normalement, on a un écart type de 2 points, donc ça ne devrait pas varier excessivement, hein. Donc la semaine dernière, je vous avais un petit peu expliqué pourquoi j'avais une configuration short, pourquoi j'allais privilégier toujours des shorts. Ok, là on a le trade que je vous ai donné, du coup la position initiée dans le channel, où je vous ai donné le trade, donc avec les différents niveaux, stop loss, entrée vendeuse, TP1, TP2, TP3, sachant que nous, au sein du portefeuille GLT, on est sorti à ce niveau-là en fait. J'ai pris la décision de sortir sur un bougie et une perte de flux tout simplement. Euh, Bon, le marché m'a donné tort puisque j'aurais pu aller chercher encore plus bas, j'aurais pu aller prendre encore une cinquantaine de points, mais bon, j'ai pas fait le gourmand. Donc on avait une configuration graphique qui était très légèrement différente sur les flux CFD, puisque sur les CFD on a eu des doji de marqués, voire même sur un des futurs MT4. Du coup sur la clôture journalière on a bien clôturé au-dessus de ma zone, du coup ma zone des 5165 points, qui est ce que je considérais un petit peu euh, zone clé, ok. Tout simplement on a clôturé la séance à 78, 5178 points exactement. Donc si vous voulez, au vu de la configuration, je pense pas moi repasser short tout de suite. Je vais m'expliquer. Tout simplement en fait euh, ce niveau qu'on peut se tracer, on va se mettre en données horaires. Ce niveau des 5165. En fait, c'est le niveau sur lequel je considérais, le niveau en dessous duquel je considérais la pression vendeuse comme très forte, tout simplement, et comme intéressante à trader en ce sens. Donc maintenant qu'on a clôturé au-dessus, pour la confirmer, il faudrait qu'on ait un retest, c'est-à-dire qu'on revienne la toucher et que ça reparte aussi derrière. Mais voilà, pour moi, on n'a plus de réel flux vendeur à partir du moment où on est au-dessus de ce niveau. Et tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus du gap qu'on a sur les 5250 points, euh, si on se met en données journalières, hein. Voilà, donc c'est très simplement cette zone-ci. Tant qu'on n'ira pas clôturer en données, en unité de temps journalière au-dessus de cette zone, je ne vais pas réinitier de position vendeuse en fait, tout simplement parce que pour moi c'est euh, une grosse zone de résistance. On voit que là on voit au niveau des configurations des clôtures que ça a été euh, un level assez important, et surtout bah, c'est un gap qui n'a pas été comblé, c'est un gap qui a été laissé ouvert et qui risque de poser problème. Donc voilà, je ne vais pas repasser acheteur tant qu'on n'a pas franchi ce niveau, quitte à éventuellement perdre une excellente entrée, enfin une excellente entrée en termes de points, pas en termes de propreté. Donc je préfère perdre 50, 100 points et au moins être confiant sur mon trade et sur mon scénario, plutôt que de me retrouver avec une position un petit peu compliquée, un petit peu hasardeuse à gérer et à monnayer. Donc voilà, pour moi clairement, tant qu'on reste sous ce niveau-là, sous cette zone-là, va falloir trader essentiellement euh, sur de l'intraday ou du scalping, trader des rebonds sur le niveau clé et favoriser les opérations vendeuses. C'est-à-dire si vous avez une méthode, euh, je ne peux pas en parler dans cette vidéo comme elle n'est pas dédiée que aux membres GLT qui connaissent la méthode, mais quand vous avez une méthode qui vous sert à la fois à prendre des signaux acheteurs et des signaux vendeurs, par exemple sous cette zone-là,
moi avec ma méthode, je sais que je vais travailler essentiellement à la vente. Je prendrai peut-être quelques achats, mais euh, avec des objectifs beaucoup plus courts, une exposition beaucoup plus faible, c'est-à-dire une mise moindre tout simplement. Voilà, après bon, pour moi je considère que la zone qui serait typiquement la zone d'achat, la zone de demande, elle est un petit peu piégeuse. Donc ce serait typiquement cette zone-ci, ok, voire avec certains avec qui j'ai discuté, ça serait carrément cette zone-ci, qui est aussi une zone plausible. On voit que c'était une zone importante au niveau du prix, au niveau des investisseurs. Mais vu la configuration qu'on a actuellement, ce qui se passe sur les marchés, etc., je pense plutôt qu'il faudrait favoriser cette zone-là comme zone d'achat, comme zone support, comme zone demande, tout simplement. Donc là, ce serait intéressant de reprendre un achat sur ce niveau-là. Par contre, si jamais euh, on va plutôt dire ce niveau-là pour que ce soit plus précis. Par contre, si jamais on avait une configuration dans laquelle euh, on allait clôturer en dessous pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, euh, au cas où où on irait clôturer sur cette zone-là et où on aurait un retest, par exemple, si on trace une ligne ici, euh, si le prix venait à arriver dans cette zone-ci, faisait un retest et échouait à break, auquel cas là on pourrait partir sur du moyen long terme, on pourrait partir sur un beau short. Puisque là, bon, on a un petit peu une zone, toute cette zone-là, qui est plus ou moins une zone de conso, essentiellement ici. Mais ici, parce on n'a pas réellement de tendance, là on est encore en tendance haussière, mais c'est vrai que depuis ici c'est un petit peu compliqué, c'est surtout du range, hein, avec une borne haute et une borne basse. Donc pas évident de prendre le mouvement, c'est pour ça que favoriser de l'intraday ou du day trading, c'était ce que je vous avais conseillé, c'était très profitable ces derniers temps. Donc voilà, en gros, ce short, pourquoi ça a été déclenché? On n'avait pas donné que cet actif-là en short, évidemment. Euh, donc, pour moi, le signal enfin, ce qui a clairement déclenché le short, il y a deux éléments principaux. Tout simplement la configuration graphique qu'on retrouvait sur beaucoup d'indices que je vous ai partagé, donc que ce soit des drapeaux, des biseaux, voire même les deux combinés sur certains instruments. Il y a aussi surtout eu le fait que le président Trump, du coup, a mis en place un système de frais de douane, donc des taxes sur les matières premières. Donc je crois que ça s'élève à 25% sur l'acier, 10% sur l'aluminium. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres actifs concernés. En tout cas, voilà, c'est des taxes à l'importation. Donc ça, c'est un élément fondamental économique qui, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit cet élément? Et pour nous, ça inclut tout simplement que les secteurs qui agissent dans ce domaine-là sont impactés, vont être impactés directement puisque c'est passé, hein. Euh, Contrairement à d'autres secteurs, si on pense notamment aux pays asiatiques qui sont relativement peu concernés par l'exportation de matières premières aux États-Unis. Par contre, pour l'Europe, ça pose un petit peu plus de problème. On a un petit peu plus d'entreprises et de secteurs. euh, Enfin, on a beaucoup plus d'activités dans ce secteur que la Chine, etc. par exemple. Donc euh, ça induit des licenciements, des réductions d'emplois justement dans ces secteurs. C'est ce qui a un petit peu fait peur aux indices, simplement parce que beaucoup de grosses entreprises, alors évidemment on va exclure le CAC, enfin on va exclure les bancaires, etc. du CAC, mais si on regarde par exemple les indices US, sur lesquels on va aller tout à l'heure, les indices US par exemple, il y a pas mal d'entreprises dedans qui traitent avec des matières premières ou même nous, on en a, que si on prend Lafarge, etc., ou d'autres gros groupes, c'est clairement un handicap pour eux. C'est ce qui a un petit peu entraîné cette baisse. Mais voilà, donc pour moi, tant qu'on n'a pas retrouvé cette zone-là, ce niveau-là, déjà, l'achat est, je dirais pas périlleux, mais voilà, c'est une zone importante. Là, on a ce gap qui est, moi, ma zone de résistance actuelle. Donc tant qu'on l'aura pas comblé, clôturé, retesté, je considère l'achat comme assez dangereux. Après, il y aura un bon niveau d'achat qui se situerait du coup idéalement sur cette zone, c'est-à-dire quand on a fait un petit peu des plus bas, euh, là on avait un bébé abandonné par exemple, qui était un très beau signal de retournement. Mais voilà, ça ce serait plus la zone où j'irais travailler à l'achat, et auquel cas si on clôturait
carrément en deçà de cette zone, sur du moyen long terme. Quand je dis moyen long terme, c'est 6 mois, 1 an. Euh, Techniquement, on pourrait aller chercher cette zone-là sur le CAC, je pense. Ça a l'air assez bas comme ça, mais on pourrait même aller gratter encore un petit peu plus bas. Mais auquel cas, si jamais on reachait cette zone, ce serait un très bon point d'achat, je pense. Donc là, on arrive en plus sur une zone de conso, donc une zone assez importante. Le prochain support serait ici. Après, bon, si jamais on cassait ce niveau-là, on arriverait directement sur ces zones, mais bon, on n'en est pas là encore, hein. Donc, je dis pas qu'il faut vendre, hein. Je dis pas non plus que c'est ce que je vais faire. Simplement, c'est un scénario que j'exclus pas, que je vais garder dans un coin de ma tête et que je vais suivre attentivement ces prochains jours, voire semaines. Du coup, là, on se retrouve du côté des indices US, donc sur le S&P 500, qui a été un petit peu plus calme, qui a moins subi le short, puisqu'on est même revenu clôturer en bougie haussière sur la journée de vendredi, sur la séance de vendredi. Donc voilà, sachant qu'au sein de GLT, on vous avait du coup donné le short sur les indices US dès le départ, on avait pris position. Je pense que vous vous en souvenez tous vu les gains qui en ont découlé. Bon, donc voilà, ça c'était mon plan que je vous avais balancé d'ailleurs dans le channel. Donc voilà le plan que j'avais donné au sein de GLT sur le S&P 500 en données hebdomadaires, sachant que cette ligne-là évidemment représente celle-ci. Simplement j'avais réactualisé depuis et au sein de GLT j'avais balancé ce plan-ci euh, qui s'est réalisé, je pourrais dire carrément au point près, hein, de la ligne et du niveau que j'avais reprécisé dans le channel. Donc voilà, très beau short. Si on se met en données journalières, c'est quand même beaucoup plus visible, beaucoup plus net. Et du coup, voilà précisément le plan qui avait été donné. Donc sachant que là, c'est une capture d'écran, du coup, du après, on voit très bien qu'au contact, donc là, on est en mensuel, on voit très bien qu'on a fait une grosse bougie, une grosse poussée baissière, un gros flux baissier mensuel. Après, bon, voilà, le mois n'était pas encore fini à ce moment-là. Et bon, surtout, voilà, on voit qu'on a quand même clôturé sur un marteau. Bon, a priori, ça doit remonter. On voit que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Faute un petit peu à l'actualité économique autour de nous. Des configurations techniques pas évidentes au niveau des différents indices. Après, voilà, en données journalières, on voit qu'on a notre OMM à 50 qui est flat, c'est-à-dire qui est plate, donc pas réellement de direction sur le S&P. Donc pareil, ici pour moi c'est une zone assez compliquée. Je pense pas qu'on ira rechercher le plus bas qui a été fait, pas en clôture mais en mèche. Mais je pense que la zone des 2600 points peut être atteignable. Après voilà, là on avait ce qu'on appelle un minor support qui était présent ici. On voit qu'on l'a fait, euh, qu'on a plus ou moins rebondi dessus, du moins on l'a pas cassé. Bon, après, dans la descente, voilà, il y aura ce gap-là à combler. Pareil, pour remonter, il y aurait celui-ci. Il y a plusieurs petits gaps qui ont été faits qu'il faudra en faire. Même s'ils ont été comblés depuis, c'est-à-dire par exemple, ils ont été comblés en baisse, ça reste des niveaux importants, des niveaux qui peuvent poser certains problèmes. On voit une fois de plus, bon, la tendance de fond, euh, elle reste quand même nettement haussière. Mais c'est bon, un petit peu comme sur le CAC, ça va être assez piégeux ces prochains jours. Il n'y a pas de direction claire. Euh, Idéalement, il vaudrait mieux rester à l'écart des indices, essayer de travailler sur du forex. Je ne vous conseillerais pas les matières premières pour les non-initiés. C'est vraiment quelque chose de très dangereux. Voilà, potentielle bonne zone d'achat sur S&P, ce serait, ce serait sur cette zone-là. Ok, là on aurait une bonne zone possible pour faire un petit short, c'est-à-dire prendre quelques points si on a un échec en clôture, prendre 10, 15, 20 points assez facilement sur un intraday, voire un scalp. Ok. Après, si on dépasse cette zone, qu'on la reteste, qu'on rebondit dessus, le prochain objectif sera ici, donc aller chercher le plus haut, retourner le chercher, et après, ok, on pourrait repartir sur une configuration haussière, bien que au niveau des un petit peu
de Dow, des vagues de Wolf, des vagues d'Elliott. On est sur une configuration baissière euh, qui reste assez puissante et cette année-ci pourrait marquer un changement de tendance dans les marchés qui sont d'ailleurs surévalués, euh, sur, on va dire surcotés, qui sont échangés trop cher. Donc là, du coup, on est sur le DAX, toujours pareil, on est euh, sur le full 0,318 contrat futur. DAX qui a clôturé sa séance en repli, en très net repli de presque 2%, puisqu'on était à 1,94. Donc après le DAX, on a fait une intervention simple et efficace. Je vous ai tout expliqué dans le channel, le pourquoi du comment. Je vous ai expliqué que sur des titres qu'on appelle des bêta force, c'est-à-dire ce qui compose l'indice. Voilà, j'avais également des scénarios vendeurs, que ce soit Alliance ou d'autres titres, ce qui pour moi confirmait du coup ce qu'on avait cette configuration en biseau et en flag. Et effectivement, en données journalières, on est sorti du flag et on a directement plongé. Euh, donc sachant qu'au niveau du portefeuille GLT, on avait initié la position directement euh, sur le marteau qu'on avait en journalier. Après, c'était d'autres niveaux importants, des niveaux qui avaient été plusieurs fois reachés, des niveaux de FIBO aussi, des zones assez importantes. Ça figurait dans plusieurs des plans que je vous avais donnés. Je sais pas faute, vous pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Je vous ai martelé à vous dire qu'on restait sur une très grosse pression vendeuse jusqu'à tel niveau justement qui était cette ligne-là du porte-voix. J'ai dit que tant qu'on échoue à la passer, on reste sur une pression et sur un setup qui est majoritairement vendeur. Je vous ai expliqué les différentes divergences que j'avais repérées, etc. Bon, également, on avait initié une position acheteuse du coup dans la journée. On a fait le premier TP de la position acheteuse DAX. Une position acheteuse qui était celle-ci, très simplement. Donc le TP1 a été fait. Euh, D'ailleurs, en clôture, on l'a refait parce que là, c'est une capture d'écran que j'ai pris après avoir donné le trade. Mais en clôture, on a reaché le TP1. Donc normalement, là, tous ceux qui l'ont pris, vous pouvez soit clôturer maintenant TP1, soit vous attendez qu'on repasse au-dessus, qu'on arrive à peu près sur cette zone-ci, sur les 80, sur les 70-80 points, et vous mettez votre SLBE. Voilà, pour les nouveaux pour ceux qui nous découvrent au travers de cette vidéo, ceux qui sont arrivés très récemment, etc. Vous avez tout dans le channel, donc vous pouvez remonter, il n'y a jamais rien qui est supprimé. Vous pouvez remonter et constater les différentes infos, analyses, etc. qui ont été données. Vous pouvez tout simplement utiliser la fonction recherche, hein. Vous tapez DAX, vous allez trouver tout ce qu'on a mis en rapport avec le DAX. Donc vous verrez que les analyses étaient détaillées et pertinentes. Ok. Donc voilà, DAX, bon, sachant qu'on avait initié une position vendeuse ici sur les 13 520 points qui étaient donnés pareil dans le channel. On avait repris un achat ici, un autre par ici. Enfin voilà, vous ne pourrez pas dire qu'on l'a pas maltraité ensemble. Autre trade et scénario que je vous avais donné, c'était tout simplement l'IBEX 35, c'est-à-dire le ESP 35 pour ceux qui sont sur des brokers pour débutants, on va dire. Ah oui, juste dernier point sur DAX, du coup j'ai bien allégé ma position vendeuse, hein. Je vous ai dit j'ai coupé 80%, enfin même 85% de mon trade vendeur. J'ai gardé un petit solde dessus. Pour ceux qui avaient pris la même entrée que moi du coup, puisque j'ai repris le même en vous le donnant, donc à 13 373, à 12 373 il me semble, exactement. Tout simplement parce que je considérais l'objectif de points atteint au niveau de la pattern, au niveau de la configuration et de la zone qu'on avait. Euh, Ouais, aussi pour revenir sur le DAX, du coup, mais le DAX 50, je vous avais expliqué le bébé abandonné, l'étoile du soir, qui pour moi était favorable à une baisse. Bon, du coup, on a shorté, ce qui a également impliqué le DAX 30 dessus. Donc voilà, c'était vraiment des signaux très forts. Donc pour revenir sur l'IBEX, sachant qu'on vous avait déjà donné un trade sur double top à ce niveau-là, mais c'était bon, c'était il y a un mois, il y a presque 2 mois de cela. Enfin non, on va dire plutôt ouais, un mois et 10 jours, un mois et demi. De cela, on vous avait donné trade vendeur sur double top, mais on avait mis un objectif assez bas, puisque ça c'était notre point d'entrée et on en était sorti à ce niveau-là.
ce qui nous faisait quand même un objectif, enfin, notre target, ouais, on avait pris 224 points dessus, donc voilà, c'était sympathique sur quelques jours. Nous, on l'avait gardé, je l'ai clôturé ici. Euh, bon, j'aurais pas dû, en fait, c'est simplement cette bougie qui pour moi était un signal de retournement, mais je pensais que ça allait partir sur un retournement acheteur, en fait, et, euh, et effectivement, non. Donc je pouvais prendre encore pas mal de points, sachant que c'est un indice qui paye plutôt bien, mais bon, tant pis, c'est le jeu. Donc pareil, l'Ibex, je vous avais donné la configuration, donc ce biseau, ce flag qui s'est mis en place, ce drapeau tout simplement. Je vous avais dit que demain, enfin le lendemain où je vous ai donné ce message, je vous ai dit que j'allais initier une position vendeuse dessus. Et effectivement, bon, j'ai eu raison, ça a gapé, on a fait que des gaps baissiers, on est allé chercher assez bas. Même pas de mèche haussière, même pas de mèche sur le haut de la bougie. Donc c'est vraiment une très très grosse pression vendeuse sur le marché. Donc pareil, vous pouvez alléger du coup la position maintenant. Donc là, si on regarde le FTSE maintenant, donc, qui est le UKX, l'indice britannique, pareil, encore une fois, je vous avais expliqué, même scénario, même setup, vente. Surtout qu'en données journalières, on avait cette espèce de quasi-doji qui était un très bon signal pareil de retournement. Effectivement, derrière, on a bien shorté. On n'a pas shorté, on n'a pas vraiment eu de gap, hein, mais on a très bien shorté quand même. On a pris euh, il y avait 220 points à prendre sur 3 jours, sachant que c'est également un contrat qui paye bien. Vous avez donné également le SMI. Pareil, je vous ai expliqué, SMI, configuration similaire, plus divergence baissière, qu'on avait également sur le DAX, hein. Donc effectivement, pareil, 3 bougies euh, avec gap baissier, 3 bougies baissières. Donc excellent trade. Comme tous les autres, vous pouvez alléger maintenant de 80 voire 90%. Là, du coup, on est sur l'or en contrat futur, le 0,418 futur gold. Après, on a initié le short, que je dise pas de bêtises, je vais vérifier sur mon propre trade. Voilà, donc là j'ai mes trades sous les yeux, sachant que je les ai pris exactement au moment où je les donnais dans le channel. Je l'ai pris à ce niveau-là. Donc on a déjà allégé, on a fait l'allègement de position euh, sur cette zone-ci. Bon, on a bien fait finalement, puisque bon, ça a pété quand même. Bon, il y a eu un gros relent acheteur, l'USDX qui a pris une petite claque. Mais voilà, donc personnellement sur l'or, j'ai encore 10 035 euros de gain latent, sachant que j'ai clôturé la moitié de ma position. Euh, donc clôture partielle qui m'a rapporté 9 733 euros. Donc le oil qu'on vous a donné à la vente, là il écrit achat, c'est juste parce que j'ai pas changé pareil. Euh, donc moi au sein de GLT, j'avais initié la position à ce niveau-là. Ouais, 51. Mais dans le channel, j'ai donné un petit peu plus tard le temps de confirmer l'analyse, les matières premières étant toujours assez compliquées pour intervenir dessus, et qui requiert une méthodologie euh, assez poussée, je trouve. Donc voilà, trade 2500 de gains latents, sachant que pareil, j'ai pris la moitié, mais j'ai pris la moitié bas, donc j'avais à peu près, j'ai clôturé à peu près à 5006 de gains dessus. Sachant que les positions se retrouvent dans le channel, hein. Vous faites les fichiers partagés, vous les avez. Pareil, du coup, le Natgaz, on avait été vendeur sur ce niveau-là avec un TP ici, et où là, on est récemment repassé acheteur. Je vous avais donné le signal dans le channel, donc je l'ai pris à 2,646. Et gain latent de 3126, sachant que j'ai déjà clôturé une partie de la position également. Donc après, on va finir les matières premières hein, un petit peu après. Je vais juste revenir sur les différents titres que je vous ai donnés. Je vous avais donné Alliance. En short également, donc entrée sur le titre. Entrée sur le titre exactement à ce niveau-là, donc j'ai pris 2000 contrats. Pas exactement au même niveau, donc j'ai
une position de 1000 contrats qui est à 7350 € de gain, une autre à 7290. Donc également le London Stock Exchange, donc là c'est pas le bon chart, mais j'arrive pas à le trouver sur TradingView, donc sachant que je l'avais donné du coup vente 40.55, donc 2400 € de gain en cours dessus. On avait également BNP Paribas, sachant que moi je les avais pris un petit peu plus tôt, et par conséquent en fait bah, tout simplement je vous ai donné des meilleurs points d'entrée que les miens. Puisque moi je les ai pris un petit peu plus bas, vous je vous les ai redonnés au plus haut en fait tout simplement. Donc pareil BNP Paribas, je l'ai donné, enfin moi perso je l'ai pris à 65,03 en vente. Bah, je l'ai pris là et quand je vous l'ai redonné, il était à peu près par ici. Donc pareil, on est très bien dessus. Je suis à 1980 € de gain dessus. Après voilà, on a eu différents trades que je vous ai donnés qui sont aussi en gain. Je vais juste pas tous les passer en revue parce que ça prendrait du temps pour rien et j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc on avait SAP, la Société Générale, la Commerzbank, HSBC, la Deutsche Bank, Total, BP, euh, qui sont tous des éléments que je vous avais donnés euh, à la vente, tous des trades à vendeurs, et Lloyds que je vous avais par conséquent donné plutôt en achat sur une divergence haussière, et effectivement elle s'est matérialisée. Après SocGen, je vous avais expliqué pour la Société Générale qu'on avait une divergence baissière, une configuration baissière également au niveau des volumes et de l'OBV, et que surtout c'était un bêta for CAC, donc qui dit bêta for CAC dit entraînera le CAC dans sa direction. Là, si on regarde la BNP, on a très clairement une configuration en ETE, ce qui voudrait dire que, étant donné que c'est un bancaire du CAC, c'est-à-dire un bêta fort, la baisse pourrait très bien ne pas être terminée si on allait tout simplement casser notre ligne de coup qui est sur cette zone-ci, qu'on a clôture en dessous, retest échec et qu'on valide le TE, l'épaule tête épaule, là effectivement, pour le CAC, on pourrait très bien rester short. Si on regarde plus la Société Générale, on n'a pas vraiment la même configuration. On retrouve pas cette configuration là de TE, ok. On la retrouve pas sur aucune UT à part là, bon, vite fait double top, mais qui est considéré comme bon déjà, comme prix, comme validé. Après, faudrait regarder d'autres stocks. Donc il y a d'autres éléments qu'on vous avait donné avec Faal, donc des matières premières surtout. Il avait donné Palladium, deux trois autres matières premières. Je vais pas revenir dessus, c'est trade surtout. Et puis ça prendrait, voilà, comme je viens de le dire, ça prendrait du temps. Dernier petit truc qu'on peut se regarder. Donc tout simplement, c'était le double top euro-dollar. Donc euro-dollar que j'avais déjà donné il y a un moment où je prévoyais de passer short entre les 1,23 et les 1,25. Alors résultat, c'est ce qu'on a fait. Ok, donc je l'avais donné quand même très nettement en avance. Et sinon, le plan que j'avais rebalancé plus récemment était le plan du coup sur double top euro-dollar. Donc sachant que je suis toujours en gain dessus d'un peu plus de 4000 €, j'ai pris une partie, on est allé jusqu'à 8000 €. Simplement, voilà, on a eu une petite correction de l'USDX. Mais voilà, bon, hein, donc en perspective, un bon trade. Après, à voir si du coup, là, on va pas faire un double, voire triple bottom, ou si on va juste faire du bébé touchette en range. Donc voilà, le trade sur le dollar US, donc l'USDX ou le DXY, que j'avais proposé au sein du GLT pour appuyer le trade sur l'or et également le trade sur d'autres trades sur matières premières et surtout le trade sur euro-dollar. Donc on a bien fait le mouvement, hein, aucun doute là-dessus. Ah bon, sachant que voilà, on avait déjà shorté au niveau du haut de l'épaule de l'ETE, bon ça c'était il y a un petit moment déjà, hein, c'était autour de décembre, ouais c'était ça, le 15 décembre. Voilà, pour les nouveaux, l'ancien plan d'Axe que j'avais proposé il y a longtemps de ça, puisque je le donnais déjà décembre, euh, décembre même novembre, j'en avais proposé un plan short d'Axe. Donc le retour sur les 12 000 points, voire même plus bas, était déjà prévu de notre côté. Ok, on l'avait déjà anticipé.
Et donc là, pareil, j'avais donné cette zone de short. Résultat, on a shorté directement ici, autour de ce niveau-là. On est parti directement dans la grosse baisse qu'on a connue. CAC 40, pareil. Du coup, j'avais donné cette zone-là en vente, comme zone vendeuse. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc des zones identifiées sur le DAX qui avaient déjà été données, qui ont été données dans le channel. Donc on a shorté pile sur cette zone et sur le flag que j'avais dessiné ici en expliquant. Bon, de toute manière, vous avez tout dans le channel, hein, il n'y a aucun souci sur ça. Bon, également ce plan-là qui a été fait à merveille, j'ai envie de dire quasi. Sauf la dernière vague, mais que théoriquement on devrait faire maintenant. Voilà, toujours du coup la short zone qui était proposée sur le DAX, sachant que j'ai fourni d'autres plans qui étaient actualisés au fur et à mesure, etc. Donc voilà, le short qui s'est produit ici sur cette zone était totalement anticipé de notre côté, c'était prévu. On ne s'est pas fait piéger dans aucune baisse, dans aucun retracement au niveau des signaux et des indications. Donc voilà, on pourrait très bien regarder un petit peu l'Eurostoxx. Donc Eurostock que je vous ai également proposé à la vente, en vous rappelant même configuration que le DAX et les autres indices, et surtout en vous rappelant que voilà, il est directement indexé sur tous les indices européens, donc automatiquement il va suivre le mouvement. Et bon, effectivement, on a encore pris du point, donc voilà, ça ferait vraiment une très très belle semaine. Donc là, juste le graphique du Bund pour ceux qui savent s'en servir. On va juste passer sur un point maintenant qui est peut-être un peu plus technique sur la vidéo, qui est euh, un peu plus fondamental. En fait, tout simplement, on va revenir un petit peu sur ce marché. Euh, donc, marché qui a peur. Bon, alors ça, vous m'excuserez si j'ai deux trois petits ratés. Simplement, j'ai pas préparé de texte parce que j'aime pas faire de la lecture. J'aime pas faire du récitage. Donc, je vais vous le faire un petit peu comme ça en freestyle. Donc, voilà, on a eu des marchés qui ont eu quand même très peur. Notamment le 5 et le 6. On va aller sur le graphique du S&P. Donc voilà, le 5, 5-6, etc. Ça a été des journées très compliquées. On a eu des sell-off. Euh, Heureusement, nous, on était placés en vente. Mais bon, maintenant, on sait que c'est attribué à des hedge funds, apparemment. Donc à des gros fonds spéculatifs. C'est d'ailleurs ce que j'avais proposé dans le channel 2 à 3 semaines avant que ça apparaisse euh, sur les médias, sur Internet, etc. Je vous avais déjà averti que le plus gros hedge fund mondial s'était positionné en vente sur notamment le DAX et sur la banque italienne, sur la banque centrale italienne. Bref, alors du coup, cette petite peur, tout simplement, bah, ça a été fait euh, avec le VIX, c'est-à-dire un retour de la volatilité qui n'était pas très présente ces derniers mois, voire ces dernières années, euh, un petit peu à cause des différentes politiques des banques centrales qui se voulaient plutôt accommodantes. Au contraire, cette année, avec leur resserrement qu'elles ont annoncé vouloir mettre en place au niveau de leur politique monétaire, la fin enfin, le QE qui arrive à son échéance, à terme, comme je l'avais déjà expliqué dans un autre texte. Si vous voulez le trouver dans le channel, vous tapez QE dans la fonction recherche, vous allez tomber dessus. Donc voilà, à Wall Street, on a enregistré quand même des grosses pertes, des grosses chutes. Il y a eu des milliards de dollars qui sont partis en fumée. Mais ce qui nous a surtout intéressé, en fait, c'est le comportement du VIX, donc on surnomme l'indice de la peur. Le VIX, en fait, il, euh, il nous montre, il reflète un petit peu, comment dire, l'ampleur qu'il y a sur les marchés, l'ampleur que les investisseurs, euh, l'ampleur des fluctuations que les investisseurs attendent ou anticipent justement sur les marchés. En fait, cet indicateur-là, cet indice-là, il est calculé sur, euh, sur le prix global, c'est-à-dire le prix moyen auquel s'échangent les options sur le S&P 500. Donc, sachant que les options, pareil, c'est un type de contrat, c'est un type de trading qui est très utile, dont je me sers au sein de mon portefeuille et du portefeuille GT, car en couverture, c'est un outil qui est réellement très puissant. On vous proposera une formation sur ça dans notre formation. Bref, du coup, bah, ce S&P, cet indice VIX qui est calculé sur les options S&P, il s'est envolé. Il a passé la barre des 50 points, qu'on considère comme en fait son niveau critique, le niveau auquel ça devient dangereux, puisque c'est les niveaux qu'on atteint quand il y a eu des crises, etc. Bon, clairement, voilà, ça fait une augmentation d'un peu plus de 100% sur une seule séance, donc c'est énorme. Et on n'a jamais vu une hausse aussi rapide, aussi violente sur le VIX en fait.
sachant que c'est une hausse qui a été un petit peu entretenue, euh, pour pas dire carrément augmentée, amplifiée, par en fait différents types d'instruments financiers euh, auxquels on prêtait pas forcément beaucoup d'attention jusqu'ici. Donc des produits qui sont indexés en fait sur le VIX, basés sur une corrélation inversée. En gros, c'est tout simplement des produits, bon, que ce soit des CFD, des options, d'autres types de contrats. C'est des instruments financiers qui permettent de se placer en baisse, de parier sur la baisse de la volatilité, par exemple sur le marché américain, puisque le VIX traite le S&P. Simplement, ça permettait de prendre ce pari baissier sur la volatilité euh, de, du marché US. Euh, et en début d'année, j'en avais parlé avec quelques membres. Enfin, en début d'année, c'était mi-février, je crois, avec quelques membres. Tout simplement, que voilà, c'était en cote en ce moment de parier justement sur la baisse de la volatilité du marché US. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas des grosses bougies, quoi. Si on regarde un petit peu, même là, le chart S&P, on n'avait pas des grosses bougies, ça bougeait pas énormément, c'était un petit peu du buy and hold. Mais voilà, il y a eu un gros engouement au niveau de ces différents produits financiers-là. Donc voilà, on a vu au niveau des organismes de contrôle, etc., une très très grosse accumulation de positions vendeuses du coup sur cet indice VIX là, sur cette volatilité. Sachant que bon, après voilà, c'est un type de stratégie qui est en général mis en place, utilisé surtout par des gros fonds spéculatifs. Euh, mais on considère que bon, les hedge funds avaient déjà réduit leur position sur ces contrats, sur ces produits-là. Donc tout simplement, les produits structurés VIX, ils étaient majoritairement travaillés par des particuliers. Au moment où on a eu ce petit décrochage du coup sur la trendline qu'on a ici, qui était proposé en plan. Et donc voilà, c'était essentiellement des particuliers qu'on avait, ceux qui avaient encore des positions vendeuses sur volatilité voilà, en ce début février. Bon, ils sont sortis, c'est clair, ils sont sortis du marché, ils ont pris une grosse perte, une grosse claque dans la gueule. Et c'est un point que j'ai déjà abordé avec vous plusieurs fois, que ce soit dans le channel ou dans les groupes, ou même dans des lives. C'est tout simplement qu'on a un marché qui est des marchés qui sont devenus trop chers, qui évoluent à des niveaux qui sont tout simplement dingues. Et ce petit élan de volatilité, justement, ça a permis de remettre en mémoire à tout le monde qu'on n'était jamais à l'abri de ce genre de décrochage, qu'au niveau des cycles économiques, on arrive dans un cycle où on serait censé, pareil, reprendre une crise. Je vous avais fait une vidéo d'une heure là-dessus, il me semble d'ailleurs. Mais justement, voilà, cette grosse poussée du VIX, cette explosion, mais on peut le dire, ça a rappelé un petit peu à tout le monde que rester sur son pari comme quoi la volatilité allait baisser sur le long terme, etc., c'était pas forcément une bonne idée. Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, surtout, bon, c'est un petit peu cette grosse poussée du VIX. C'est pas dû que à des éléments techniques, des éléments graphiques. Il y a des raisons qui sont beaucoup plus fondamentales. Donc, je vous l'ai dit juste avant, c'est au niveau des politiques monétaires, c'est-à-dire les banques qui disent on va stopper un petit peu les politiques accommodantes, pour pas dire ultra accommodantes. Parce que clairement, c'est ça en fait qui nous a tué la volatilité ces dernières années. Euh, la volatilité, elle est à un niveau mais bas, pour pas dire ultra bas, sur tous les actifs, sur tous les instruments. C'était pas évident d'avoir des très beaux mouvements à trader. Voilà, donc ça, bon, c'est directement imputé en fait, si vous voulez, c'est à des taux directeurs qui étaient trop bas, euh, des quantités de liquidités euh, énormes injectées par les banques centrales. Ça également, je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Et je vous expliquais ça il y a 3-4 mois déjà. Donc justement, ces liquidités, ces montants énormes qui ont été injectés parce que voilà, les marchés sont en surchauffe. Donc c'était nécessaire pour éviter qu'on retombe sur une crise financière type 2007-2008. Sachant que bon, au niveau de nos secteurs, etc., on s'en est pas encore totalement remis. Euh, on a des entreprises qui reprennent tout juste. En plus, un euro qui est très fort, ce qui est pas très bon pour nos entreprises à nous. Voilà, aussi les banques se sont montrées très, très présentes, très rassurantes avec les investisseurs au niveau des marchés. Il y a eu beaucoup de communication.
justement pour éviter des pièges, pour éviter que des particuliers, enfin des particuliers, des investisseurs, des gros investisseurs se fassent piéger. Euh, voilà, elles ont vraiment fait le maximum pour éviter que le marché bouge de trop. Elles ont mis elles ont même, elles se sont mis à acheter massivement des dettes, notamment la BCE. Et voilà, c'est ça qui a un petit peu contribué à rassurer tout le monde, à faire progresser les marchés, à tirer les marchés vers le haut. Mais voilà, après le risque, c'est si vous voulez, comment dire. euh, En gros, les banques, elles vont acquérir des titres de dette, puisque évidemment on peut acheter des dettes, c'est d'ailleurs ce qu'avait coulé la Grèce lors de la dernière crise. Mais en gros, les banques peuvent acheter des titres de dette qui sont émis par des États. Et en faisant ça, si vous voulez, les banques centrales, euh, elles ont apporté la garantie, ce qu'on appelle du zéro défaut, c'est-à-dire comme s'il ne pouvait rien se passer, que tout était sous contrôle, tout était sécure. Donc directement, on a assisté suite à ça, comment dire, pas une compression, mais ouais, c'est presque ça, une compression des écarts de rendement euh, entre des États qui avaient des finances, une économie assez fragile, et des États plus forts avec une économie plus forte. Donc cette gourmandise des banques centrales qui a forcé les investisseurs à, à se tourner vers d'autres actifs qui étaient un petit peu plus risqués. Euh, on s'est retrouvé avec la même configuration du coup sur des actions, sur les obligations, qu'elles soient privées, spéculatives, convertibles. Euh, on a un petit peu des bulles qui se sont formées euh, de partout sans pour autant qu'on se dise que ces bulles pouvaient éclater en fait, grâce aux banques centrales qui sont H24 derrière. Qu'en gros, les opérateurs, les investisseurs, etc. se sont bercés d'illusions et se sont dit que tout irait pour le mieux et pour toujours. Donc ça, c'est une illusion, c'est une impression qui a duré un peu plus de 5 ans, hein, qui est aujourd'hui très, très grandement mise à l'épreuve et une illusion qui est un petit peu balayée. Les banques centrales nous annoncent des retours à des politiques monétaires dites normales, donc un petit peu plus agressives, moins accommodantes que celles qu'on a actuellement. Euh, la Fed a réduit la taille de son bilan et remonte ses taux. On a une accélération de l'inflation aux États-Unis, avec beaucoup d'incertitudes du coup autour du président Donald Trump, qui n'est pas un très bon élément pour les États-Unis d'un point de vue purement économique. Euh, c'est autant d'éléments qui nous montrent que au niveau du rythme du resserrement monétaire, on peut très bien avoir une accélération. C'est d'ailleurs une hypothèse que le nouveau Jérôme Powell, qui est le nouveau patron de la Banque centrale du coup States, euh, c'est une hypothèse qu'il a lui-même défendue et expliquée. Vous pouvez regarder son replay, il y en a avec les sous-titres. Et voilà, on se demande si on n'aura pas plusieurs autres chutes, décrochages comme ceci dans l'année ou dans les années suivantes. Pareil sur le continent européen, on va pas parler que des States, mais pareil en Europe, euh, où voilà, le temps de l'insouciance, il a été balayé assez rapidement. Euh, on essaye de savoir euh, un petit peu quand est-ce que la BCE va arrêter d'acheter des dettes, va arrêter de racheter de la dette. C'est un truc qui fait débat, c'est également très important d'un point de vue éco, hein. Donc Draghi avait évoqué le fait de stopper ses rachats de dette en automne, à l'automne 2018. Mais voilà, c'est un truc qui va se faire étape par étape, ça va pas se faire beaucoup de décoffrage du jour au lendemain. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle d'avoir un petit peu ce retour de la peur. Euh, Ça va peut-être permettre de retourner un petit peu à la raison, de reprendre un petit peu les pieds sur terre, retravailler vraiment de l'investissement, euh, retravailler les analyses fondamentales qui étaient assez compliquées, assez faussées, enfin les chiffres en tout cas étaient assez compliqués, assez menteurs ces derniers temps. Et bon, après voilà, une volatilité élevée, c'est bon pour tous ceux qui interviennent sur les marchés en général, hein, que ce soit des banques d'investissement, des hedge funds, des traders, que ce soit pro ou particuliers, parce que automatiquement, voilà, trader avec de la volatilité, c'est toujours plus agréable. Bon, ça présente un facteur risque plus élevé, mais c'est beaucoup mieux de trader avec une volatilité élevée, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus plaisant, et surtout, voilà, tu te retrouves pas à prendre une position, à essayer de la monnayer pendant 2 jours parce que ça range, etc. Puis voilà, ça va permettre de refaire encore des nouveaux produits de couverture pour se protéger des risques. Elle va encore toucher des revenus sur ça. Euh, bon voilà, techniquement c'est que du bon quoi.
Donc voilà, après, bon, ça c'est un des éléments. Concernant un petit peu plus le VIX en détail, euh, du coup, il y a la Deutsche Bank qui a publié un rapport comme quoi elle estime que le VIX, qui a un niveau, on va dire, entre guillemets, normal, qui est situé autour des 15, pourrait mettre des centaines, voire des milliers de jours avant de redescendre sur ce niveau-là. Euh, bon, voilà, faut savoir que le VIX, là, il a tapé des niveaux qu'on n'avait pas revus depuis 2009. Euh, il a enregistré euh, la plus forte hausse journalière de toute son histoire, puisque c'était un plus 110 ou 120%, je crois. Ce qui a été un choc pour des investisseurs qui étaient habitués, du coup, justement, à la faible volatilité qu'on a depuis 1 an et demi, 2 ans sur les marchés. Et voilà, bon, il y a eu des fortunes de perdues hein, là sur le sell-off qu'on a eu, etc. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les analystes de la Deutsche Bank, euh, ils ont calculé, ils ont regardé dans les chiffres depuis 1990 et ils ont calculé un petit peu, déterminé le temps moyen que le VIX met pour redescendre à 10 ou 15 après des pics compris entre 30 et 40 points. Donc en gros, ça met beaucoup de temps. Là, il cotait encore, je sais plus à combien il cotait exactement. Et voilà, en gros, ça met du temps. Et on considère que quand l'indice de la peur, donc le VIX passe la barre des 40 points, il lui faut en moyenne 860 jours, c'est-à-dire 2 ans et 4 mois, pour revenir à 15. Euh, et 8 ans pour redescendre autour des 10 points. Bon, après, si on prend les crises financières plus récentes, qui sont un petit peu plus accurate et précises, du coup, vu que, voilà, à 1990, etc., c'était pas du tout les mêmes capitalisations, les mêmes flux, la même importance qu'aujourd'hui. Donc, si on regarde le VIX sur cette plage horaire-là, donc, par exemple, après 2010, ça mettrait 210 jours pour revenir à 15 et, contre 930 jours avant 2010. Donc après, tant ça peut le faire en 20 jours comme ça peut le faire en 4 ans. Mais voilà, tout simplement, ça nous montre qu'en général, il faut du temps pour que la volatilité revienne sur des données, sur des niveaux assez bas. Après, voilà, ils l'ont dit, c'est différent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un bond au-dessus des 35 points sur le VIX en partant d'un niveau aussi bas que celui duquel il est parti. Donc là, on est dans une configuration un petit peu différente. Donc après, même si on a une volatilité qui va retomber, qui devrait retomber, puisque voilà, le passé nous dit que c'est probable que c'est le schéma que ça devrait suivre, après une telle hausse, c'est pas évident de spéculer sur le fait que le marché va revenir sur un calme plat comme on avait ces derniers temps. Ok, va falloir un petit peu de temps pour s'en remettre. On devrait garder une bonne volatilité encore quelques temps. Sachant que déjà en mi-février, je vous alertais sur le fait que voilà, on avait des baisses d'investissement sur les obligations, une baisse de capitalisation sur l'ensemble du marché obligataire. Euh, donc en gros le marché de la dette d'entreprise hein, euh, qui a entre guillemets souffert ou au moins craint d'avoir une faible liquidité. Donc en fait début février, euh, la part la part consacrée, si vous voulez, aux obligations dans les portefeuilles des gérants d'actifs, donc que ce soit les banques, les hedges, etc. Euh, cette part-là, elle est tombée à son plus bas niveau depuis 1998. Donc c'est énorme, hein, puisque peut-être pour ceux qui interviennent sur ces éléments-là ou qui au moins s'en servent dans leur trading pour anticiper d'autres événements, d'autres mouvements, ce qu'on appelle les high yield, donc j'en ai parlé également d'informations. Donc c'est les obligations d'entreprise à haut rendement américaines. En 3 jours, il y a eu 4,3 milliards de dollars de sorties de capitaux qui ont été enregistrés. C'est-à-dire 4,3 milliards de dollars qui ont été retirés de ce marché-là. Donc tout simplement, bon, ça c'était dû à la remontée assez rapide des taux américains depuis le début du mois, avec en plus de ça des anticipations inflationnistes, surtout après la publication des indices de prix américains, où le T-Bund, donc le bon du trésor, enfin le Treasury Bund pour ceux qui l'appellent,
qui utilisent que la dénomination anglaise. Donc le bon qui a bondi à 2,15%, c'est-à-dire quasi son niveau de 2008, donc crise. Voilà, ça a fait peur. On a retiré pas mal de liquidité du marché. Le T-Bund 10 ans, le taux américain sur 10 ans, quoi, il a pris 18 points depuis le début du mois de février pour atteindre en fait les 2,90%. Ouais, c'est autant d'éléments qui avaient fait se retirer pas mal d'investisseurs du marché qui en plus prenaient le pari sur la hausse de l'inflation, euh, le changement de politique monétaire des banques centrales. Donc voilà, clairement, prochainement, on va assister à un changement de politique monétaire. C'est annoncé, c'est clair et net, et de toute façon, c'est même requis, pour pas dire indispensable de la part des banques. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit peu un retour sur le plan fondamental. Donc voilà, bon après je vous ai donné des niveaux d'intervention assez simples du coup pour traiter les indices. DAX, vous connaissez mes zones d'achat, mes zones de vente. On refera un point, je pense demain, je vous donnerai des niveaux plus clairs. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end.